Pendant des années, le public a observé Jacques Dutronc comme une légende vivante, un artiste insaisissable, un homme à la fois rebelle, tendre et farouchement indépendant. Derrière l'icône se cachait pourtant une figure paternelle complexe, protectrice et lointaine, lumineuse et sombre à la fois. Et longtemps, son fils, Thomas Dutronc, a choisi de préserver ce mystère, par pudeur, par loyauté, par peur d'ébranler un mythe aimé de millions de personnes. Mais aujourd'hui, pour la première fois, il rompt vraiment le silence. Une confession inattendue, intime, presque brutale dans sa sincérité, qui éclaire sous un jour nouveau la relation qu'il a entretenue avec son père. Une relation faite de tendresse, d'admiration, de non-dits, mais aussi de douleurs silencieuses et de vérités qu'il n'avait jamais avouées. Lorsque Thomas Dutronc parle de son père, il commence souvent par un sourire mêlé de fierté et d'ironie, comme s'il avait passé sa vie à naviguer entre admiration et perplexité. Car grandir avec Jacques Dutronc n'avait rien d'ordinaire. Imaginez être l'enfant d'un homme que la France entière considère comme un mythe. Un homme dont la voix, les chansons et les rôles ont traversé les décennies. Un homme que toutes les caméras voulaient et que tous les journalistes attendaient au tournant. Thomas a grandi dans cette atmosphère électrique, dans une maison où l'on parlait musique, cinéma, amour, mais rarement sentiment. Chez les Dutronc, les émotions étaient de souvent masquées derrière l'humour ou la pudeur. Jacques, notamment, avait cette capacité désarmante à détourner les questions sérieuses par une pirouette, une blague, un sourire malicieux. Mon père, ce n'était pas quelqu'un qui parlait, c'était quelqu'un qui vivait. Voilà comment Thomas résume l'homme qu'il a élevé. Mais derrière cette formule élégante se cachait une réalité plus complexe. Un père brillant, présent par éclat, mais souvent distant, absorbé par sa carrière, ses excès, ses amitiés, ses silences. Pendant l'enfance de Thomas, Jacques vivait à 1000 à l'heure. Concerts, tournages, nuits festives, voyages, amours tumultueuses. Tout cela faisait de lui un homme fascinant mais insaisissable. Et un enfant face à cela oscillait entre deux sentiments opposés. La fierté d'être le fils d'une légende et la solitude de ne pas toujours comprendre sa place dans cette vie hors norme. Dans sa confession, Thomas admet pour la première fois quelque chose qu'il avait toujours gardé pour lui. Il a souffert, profondément, de l'absence de son père. Bien sûr, Jacques n'était pas un père violent, ni cruel, ni indifférent. Mais il appartenait à cette génération d'artistes qui vivaient dans un perpétuel mouvement, dans un tourbillon où le temps semblait n'avoir aucune prise. Son fils passait après son art, après ses passions, après ses envies. Il était là, mais pas vraiment là. Ce sont les mots que Thomas choisit aujourd'hui. Des mots simples, mais lourds. Il se souvient des soirs où sa mère, Françoise Hardy, le bordait tandis que Jacques rentrait tard, parfois à l'aube. Des journées où, enfant, il voulait montrer à son père un dessin, une chanson, un accord de guitare appris laborieusement, mais où Jacques, épuisé ou distrait, n'était pas dans l'état d'esprit pour écouter. Il ne le disait pas, il ne le reprochait pas, mais l'enfant qu'il était en gardait une trace. Une petite griffure dans le cœur, répétée 1000 fois. Ce n'était pas l'absence totale, c'était pire, l'absence intermittente. Une présence en éclat, imprévisible, magnifique parfois, frustrante souvent. Quand Jacques était là, c'était splendide, lumineux, magique. Quand il ne l'était pas, c'était un silence qui faisait mal. Et Thomas, longtemps, a pensé qu'il n'avait pas le droit de le dire. Les Dutronc, comme les Hardy, formaient une famille où la pudeur régnait en maître. On ne parlait pas d'émotion, on ne disait pas « je souffre ». On ne disait pas « j'ai besoin de toi ». On ne disait même pas « je t'aime ». Tout se jouait dans les regards, les gestes furtifs, les moments rares. Mais pour un enfant, cela ne suffit pas toujours. Aujourd'hui, Thomas l'exprime avec une douceur inattendue. On s'aimait énormément, mais on ne savait pas se le dire. Cette incapacité à verbaliser les choses a creusé des fossés invisibles. Des malentendus, des frustrations, des blessures qui, faute de mots, ne guérissaient jamais tout à fait. Thomas explique que son père, malgré son humour irrésistible, était un homme secret, parfois mélancolique, souvent enfermé dans ses propres pensées. Il pouvait être chaleureux et drôle, puis soudain, lointain, presque insaisissable. Un homme qui adorait son fils, mais qui ne savait pas comment le lui montrer. Un homme pour qui parler de sentiments était plus difficile que monter sur scène devant 20 000 personnes. C'est ici que se situe l'aveu le plus déroutant de Thomas. Ce qu'il révèle, c'est l'ambiguïté permanente dans laquelle il a grandi. La certitude d'être aimé, et l'incapacité de le ressentir pleinement. Je savais qu'il m'aimait, mais je n'ai pas toujours su comment entrer dans son univers. Jacques Dutronc était un homme de paradoxe. Une figure libre, anticonformiste, mais aussi fragile. Un séducteur, mais un solitaire dans l'âme. Un artiste célébré, mais parfois épuisé par son propre personnage. Pour un enfant devenu adolescent, cela créait un brouillard permanent. Comment comprendre un père qui semble à la fois profondément attaché à vous et perpétuellement ailleurs ? Comment trouver sa place aux côtés d'un homme que personne n'arrive vraiment à saisir? Thomas avoue que, très jeune, il avait l'impression de devoir mérasser l'attention de son père. En devenant drôle, talentueux, discret ou brillant.
comme si rien jamais n'était suffisant pour effacer l'aura gigantesque de Jacques. C'est la phrase qui a fait trembler les journalistes au moment où Thomas l'a prononcée. J'avais peur de ne pas être à la hauteur de mon père. L'aveu d'une vie entière, la vérité d'un fils resté dans l'ombre d'un monument. Pendant des années, Thomas a hésité à suivre la voie musicale. Non par manque de talent, il en avait à revendre, mais par peur de décevoir, par peur d'être comparé, par peur d'être un fils d'eux, par peur que son père, lui-même, le juge sans le dire. Cet aveu, il ne l'avait jamais formulé publiquement. Aujourd'hui, il ose enfin le dire. Il a longtemps vécu dans une angoisse sourde, celle de ne jamais atteindre le niveau de celui qui avait marqué toute une génération. Et cette peur, selon lui, vient de la relation ambiguë et silencieuse qu'ils entretenaient. Une relation où l'amour existait mais ne se disait pas. Une relation où l'admiration était immense mais jamais avouée. Une relation où chaque geste comptait mais restait inexpliqué. Mais réduire leur relation à une souffrance serait injuste. Car Thomas révèle aussi des moments merveilleux. Les soirées improvisées à la guitare, les rires complices. Les virées en Corse où Jacques, loin des caméras, redevenait un homme simple, doux, protecteur. Les instants où, sans un mot, il se comprenait parfaitement. Mon père n'était pas avare de tendresse, il était juste maladroit avec elle. C'est là que réside la clé de tout ce chapitre. Jacques Dutronc aimait profondément son fils. Mais il aimait d'une manière qui lui était propre. Une manière que Thomas a mis des décennies à comprendre. Le cœur de ce chapitre réside dans la confession la plus bouleversante de Thomas. Mon père n'a pas toujours été là. Mais je sais qu'il m'aimait plus que tout. Il reconnaît avoir souffert. Il reconnaît avoir manqué. Il reconnaît avoir été blessé. Mais il reconnaît aussi, avec une maturité lumineuse, que cet amour imparfait était tout ce que Jacques pouvait offrir. Et aujourd'hui, il ne lui en veut plus. Au contraire, il ressent une tendresse immense pour cet homme complexe, fragile, unique. Un homme qu'il a aimé à sa manière, parfois maladroitement, mais sincèrement. Si l'enfance de Thomas Dutronc a été marquée par l'admiration mêlée de blessures silencieuses, l'entrée dans l'âge adulte a ouvert une nouvelle phase de sa vie, celle où le fils devient un homme et où les questions qu'il avait longtemps évitées reviennent le hanter avec une intensité inattendue. Raconte une époque charnière, celle des premières confrontations, des désillusions, des découvertes douloureuses, mais aussi des rapprochements inattendus. Pour la première fois, Thomas y révèle des épisodes que personne, pas même les proches du clan Dutronc-Hardy, n'avaient suspectés. Lorsque Thomas Dutronc atteint sa vingtaine, il tente de se frayer un chemin professionnel. Pas forcément dans la musique au départ. Il aurait pu devenir photographe, ou même cavalier professionnel, deux passions qui l'avaient aidé à canaliser un manque qu'il ne s'avouait pas encore pleinement. Mais la musique revenait toujours, comme une évidence, comme une malédiction aussi. Parce que comment faire de la musique quand votre père est Jacques Dutronc? Comment monter sur scène quand la génération entière vous a déjà collé une étiquette? Comment exister sans être comparé, analysé, disséqué? Dans ses confidences, Thomas raconte qu'il a commencé à jouer la guitare presque clandestinement, en cachette, comme s'il avait peur que son père découvre son ambition. Il l'exprime sans détour. « Je craignais qu'ils me disent que je n'étais pas fait pour ça. » C'est là que commence la première fracture de l'âge adulte. Non pas une dispute éclatante, ce n'était pas leur style, mais une distance conceptuelle. Celle de deux hommes qui s'aiment, mais n'osent pas se parler franchement. Lorsque Thomas commence à fréquenter les milieux artistiques en tant qu'adulte, il réalise quelque chose qu'il n'avait jamais pleinement mesuré. La légende de son père a un revers, on lui raconte des anecdotes, certaines drôles, certaines brillantes, mais d'autres, plus sombres, lui tombent dessus comme un coup de tonnerre. Les excès, les nuits blanches, les colères, les fragilités, les infidélités, les périodes d'autodestruction, tout ce que l'enfant qu'il était ne voyait pas. Ou ne voulait pas voir. Ce qu'il avoue dans ce chapitre, c'est la sidération qu'il a ressentie en découvrant certaines réalités que même Françoise Hardy n'avait jamais évoquées. Ce n'était pas la faute de sa mère, explique-t-il avec douceur, c'était simplement la règle tacite de cette famille. On protège, on cache, on garde pour soi. Mais en devenant adulte, Thomas s'aperçoit que son père est un homme profondément complexe, rarement heureux, souvent perdu, parfois prisonnier de son propre personnage. Je l'ai vu pour la première fois fragile, et cela m'a bouleversé. Ce choc, celui de voir la vulnérabilité sous la carapace, a transformé sa perception de Jacques pour la première fois. Au début de sa trentaine, Thomas est prêt à se lancer pleinement dans sa carrière musicale. Il joue dans des bars, des clubs, des petites salles, souvent sous pseudonyme ou sans annoncer son nom de famille. Pour la première fois, il se sent exister par lui-même. Mais c'est aussi à cette époque que la tension avec son père atteint un point critique. Il raconte avoir ressenti une forme de jugement implicite de la part de Jacques. Pas un jugement verbal, Jacques ne disait jamais frontalement ce qu'il pensait, mais un regard, un silence, un sourire en coin qui laissait entendre un mélange étrange d'admiration et de scepticisme. Était-ce de la peur, du doute, de la jalousie, ou simplement une pudeur maladroite? Thomas ne le saura jamais vraiment. Mais cette tension s'est traduite par plusieurs mois d'éloignement.
Pas un conflit ouvert, juste un froid, un espace vide dont aucun des deux ne savait comment sortir. Thomas confesse, « Pendant un temps, je me suis dit, peut-être qu'il ne me prendra jamais au sérieux. » C'est l'un des passages les plus surprenants. Pour la première fois, Thomas révèle que son père lui a un jour avoué ressentir une forme de jalousie. Une jalousie douce amère, pas envers son talent. Jacques ne doutait jamais du talent des autres, mais envers sa liberté. Thomas avait ce que Jacques n'avait plus. L'insouciance, la jeunesse, le temps, la possibilité de recommencer. Lors d'une soirée en Corse, Jacques, un peu éméché, un peu sentimental, lui a glissé « Tu peux encore devenir qui tu veux. Moi, c'est trop tard. » Pour Thomas, cette phrase a été un électrochoc. C'était la première fois que son père exprimait quelque chose d'aussi intime, d'aussi nu, d'aussi humain. Cela lui a fait comprendre que derrière l'ironie permanente se cachait une nostalgie profonde, presque douloureuse, celle d'un homme qui portait le poids de ses choix, de ses regrets, de ses renoncements. Il est impossible de parler de la relation père-fils sans évoquer l'autre pilier du triangle familial. Françoise Hardy, figure tutélaire, mère protectrice, confidente silencieuse, et parfois source d'incompréhension. Thomas révèle que sa mère avait tendance à excuser son père. Par amour, par loyauté, par habitude, elle minimisait les absences. Elle justifiait les silences. Elle transformait les failles de Jacques en fragilité touchante. Cela créait parfois une forme de décalage dans lequel Thomas se retrouvait perdu. Devait-il souffrir en silence comme elle? Ou devait-il s'autoriser à dire que certaines choses l'avaient blessé? Cette ambiguïté deviendra l'un des nœuds émotionnels de son adolescence prolongée. Quand Thomas commence à rencontrer un véritable succès public, grâce à son premier album et à ses collaborations prestigieuses, la situation se complique davantage. Car pour la première fois, le fils dépasse l'ombre du père. Il est applaudi pour lui-même, reconnu, aimé. Un journaliste demande un jour à Jacques « Êtes-vous fier de votre fils ?» Jacques répond « Bien sûr, mais je ne veux pas qu'il devienne prétentieux. » Phrase amusante, phrase typique, mais phrase qui, pour Thomas, résonne encore aujourd'hui. Était-ce un compliment? Était-ce une pique? Était-ce un aveu déguisé de fierté absolue? Thomas ne l'a jamais su, mais il avoue que cette réponse l'a marqué pendant longtemps. Il révèle un épisode méconnu. Un accident de voiture que Jacques a eu en Corse. Un accident sans gravité médiatique mais avec un impact émotionnel immense. Quand Thomas reçoit l'appel, il panique. Il réalise alors quelque chose qu'il n'avait jamais osé formuler. J'ai eu peur de perdre mon père sans lui avoir jamais dit tout ce que j'avais sur le cœur. Cette peur a été le déclencheur. Le moment où il a compris que le temps n'était pas infini, que les rancœurs ne valaient rien face à la réalité de la vie, que les silences pouvaient être plus destructeurs que les aveux. Après cet accident, Thomas décide d'aller en Corse. Juste lui, juste son père, sans caméra, sans entourage, sans filtre. Ils se sont assis sur la terrasse face à la mer. Et pour la première fois de leur vie, ils ont parlé, vraiment parlé. Thomas raconte « Je lui ai dit que j'avais souffert de ses absences. Je lui ai dit que j'avais grandi dans son ombre. Je lui ai dit que j'aurais aimé qu'il soit plus présent. » Et Jacques, contre toute attente, a écouté, sans détourner, sans plaisanter, sans ironie. Puis il a répondu « Je n'ai jamais su être un bon père, mais je t'ai aimé de toutes mes forces, même quand je ne le montrais pas. » Ce fut une confession brutale, déstabilisante, mais libératrice. À partir de ce moment-là, leur relation change. Elle devient plus simple, plus vraie, plus humaine. Ils se voient plus souvent. Ils travaillent ensemble. Ils partagent davantage. Cela ne gomme pas le passé. Cela ne transforme pas Jacques en père parfait. Mais cela leur permet enfin de se rencontrer, non plus comme un père et un fils, mais comme deux hommes qui s'aiment, malgré tout, au-delà de tout. Si les années de jeunesse et d'âge adulte ont été marquées par les tensions silencieuses, les fractures émotionnelles et les réconciliations fragiles, les dernières années de la vie de Jacques Dutronc ont ouvert un chapitre inattendu dans la relation père-fils. Un chapitre où l'homme, la légende et le père se rencontrent enfin. Un chapitre où les masques tombent définitivement, où le temps ralentit, où chaque geste compte, où chaque regard devient une confession. Thomas Dutronc dévoile les coulisses de ces moments d'intimité rares, les confidences que son père lui a faites lorsqu'il sentait les années peser, les regrets, les fiertés secrètes, les peurs qu'il n'avait jamais exprimées. Et surtout, il révèle la vérité finale, la plus bouleversante, celle qu'il avait gardée pour lui pendant des années, un aveu de Jacques qui redéfinit complètement leur histoire. Avec l'âge, Jacques Dutronc perd peu à peu cette énergie sauvage qui avait façonné sa jeunesse. Le glamour des années 60, les excès des années 70, l'insolence des années 80, tout cela laisse place à une fatigue nouvelle. Pour la première fois, Jacques accepte de ralentir, de vivre à son rythme, de se retirer en Corse, entouré de ses chats, de ses vignes, de quelques amis fidèles. Thomas observe cela avec une lucidité douce amère. Le fils qui avait longtemps couru après son père découvre un homme plus fragile, plus humain, parfois même plus tendre. J'ai vu mon père redevenir un adolescent, mais un adolescent fatigué.
Ce déclin n'est pas brutal. Il arrive par petites touches. Une douleur dans les articulations, un souffle plus court, des trous de mémoire qui amusent au début et inquiètent ensuite. Mais ce que Thomas confie dans ce chapitre, c'est que c'est précisément dans ce déclin que son père est devenu le plus accessible, le plus vrai, le plus touchant. Le diagnostic de Françoise Hardy bouleverse toute la famille. La femme fragile, la mère protectrice, cette figure presque céleste, tombe gravement malade. La nouvelle frappe Thomas comme un choc sidéral, mais elle frappe Jacques d'une manière encore plus douloureuse. Car s'il y avait bien une personne que Jacques avait toujours admirée, respectée, aimée, même dans la distance, même dans les ruptures, même dans le chaos, c'était Françoise. La voir dépérir, souffrir, lutter contre la maladie l'a brisée. Un soir, Jacques confie à son fils. « Je n'ai jamais été à la hauteur avec elle, elle méritait mieux. » Thomas n'avait jamais entendu son père parler ainsi. Jamais. Cette vulnérabilité nouvelle ouvre entre eux un espace de dialogue inédit. Ils se parlent davantage. Ils se confient davantage. Ils se comprennent davantage. La maladie devient un pont. Terrible, cruel, mais réel. Lorsque Jacques accepte de remonter sur scène avec son fils, ce n'est pas seulement un projet artistique. C'est un geste d'amour tardif. Un moyen de lui transmettre enfin quelque chose qu'il n'avait jamais su lui offrir auparavant. Sur scène, Jacques redevient ce charmeur brillant, drôle, inimitable. Mais en coulisses, Thomas le voit vaciller, le voit trembler, le voit douter. Un soir, après un concert particulièrement éprouvant, Jacques se tourne vers lui et murmure « Merci de m'avoir ramené à la vie. Sans toi, je ne serais plus là. » Thomas avoue avoir retenu ses larmes, car c'était la première fois que son père lui exprimait une gratitude aussi directe, une reconnaissance profonde, une forme de pardon inversé. Non plus du fils vers le père, mais du père vers le fils. Dans ce chapitre, Thomas révèle une confession bouleversante faite par son père peu avant que sa santé ne décline plus sérieusement. Lors d'un après-midi calme en Corse, Jacques, assis dans son fauteuil usé, un verre de vin à la main, lui dit soudain « Tu sais, j'ai passé ma vie à avoir peur d'être un mauvais père, alors j'ai préféré mettre une distance. Pour ne pas te faire de mal, je croyais que ça te protégerait. » C'est un aveu d'une sincérité brutale. Un aveu qui transperce des décennies de non-dits. Thomas raconte qu'il n'a pas su quoi répondre. Comment auriez-vous répondu, vous, si après 40 ans de malentendus, un père avouait enfin ce qu'il avait tenté de cacher toute sa vie? Ce jour-là, Jacques devient transparent. Il parle de ses regrets. Il parle des moments où il aurait voulu être présent. Il parle de sa peur, peur de mal faire, peur de décevoir, peur de ne pas être l'homme que son fils méritait. « Je t'ai aimé tellement fort que je me suis tenu éloigné. » Une phrase qui résume tout. Une phrase qui explique tout. Une phrase qui bouleverse tout. Jacques Dutronc, dans ses dernières années de lucidité, ouvre enfin les portes de son passé. Et ce qu'il révèle à Thomas va bien au-delà de leur relation. Il confesse ses excès qui l'ont éloigné de sa famille, ses amours parallèles qui ont brisé son couple, sa peur de vieillir, son sentiment de ne pas avoir été un mari fiable, sa difficulté à accepter la célébrité, son besoin constant de fuir pour ne pas affronter les responsabilités. Thomas, en écoutant tout cela, comprend soudain l'homme derrière le personnage public. Un homme qui se cachait derrière l'humour pour ne pas montrer ses failles. Un homme qui se perdait dans la fête pour oublier ses angoisses. Un homme qui ne savait pas aimer autrement qu'imparfaitement. Et alors, quelque chose change. Le ressentiment se dissout. La rancœur disparaît. La compréhension prend toute la place. Les dernières semaines qu'ils passent ensemble sont décrites par Thomas comme les plus belles et les plus douloureuses de sa vie. Jacques, affaibli, passe beaucoup de temps à dormir, à se remémorer des souvenirs, à plaisanter encore, parfois maladroitement, parfois avec une nostalgie qui serre le cœur. Thomas reste près de lui. Il l'aide à marcher, il l'aide à manger, il l'aide à respirer parfois, il l'aide surtout à ne plus avoir peur. J'ai été pour lui ce qu'il n'avait jamais su être pour moi. Un pilier, une présence, un refuge. Il raconte que ces moments ont été une forme de rédemption silencieuse. Une manière de refermer toutes les plaies ouvertes des décennies plus tôt. Une manière de s'aimer enfin, simplement, sans détour. C'est ici que Thomas révèle ce qu'il avait promis d'attendre des années avant de rendre public. La dernière phrase claire que son père lui a adressée. La phrase qui, selon lui, explique toute leur histoire. Alors que Jacques, très affaibli, le regarde une dernière fois avec une lucidité rare, il murmure « Pardonne-moi, j'ai passé ma vie à t'aimer en secret. » Puis il lui prend la main, longuement, en silence. Thomas raconte qu'il n'a jamais pleuré comme ce jour-là. Parce que tout ce qu'il avait attendu d'entendre pendant 50 ans, tout était dans cette phrase que Jacques avait mis une vie entière à prononcer. Après le départ de Jacques, Thomas traverse une période de deuil complexe. Pas seulement le chagrin de perdre un père, mais aussi la découverte bouleversante de leur vérité profonde. Il confie avoir ressenti de la tristesse, de la gratitude, une forme de libération, mais aussi une culpabilité étrange. Celle d'avoir passé tant d'années à chercher quelque chose qui, en réalité, avait toujours été là, mais caché.
Il réalise aussi que son père n'était pas seulement un homme imparfait. Il était un homme qui avait fait de son mieux, avec ses limites, avec ses peurs, avec ses contradictions. En racontant tout cela aujourd'hui, Thomas dit avoir l'impression d'honorer la mémoire de Jacques, non pas en glorifiant la légende, mais en révélant l'homme. Ce 3e chapitre se referme sur une vérité simple. Jacques et Thomas n'ont jamais eu une relation facile. Jamais eu une relation classique. Jamais eu une relation linéaire. Mais ils ont eu une relation réelle. Une relation humaine. Une relation faite de blessures, de silence, de regrets, mais aussi d'une tendresse profonde, sincère, indestructible. En brisant aujourd'hui le silence, Thomas ne cherche pas à régler des comptes. Il cherche à témoigner, à partager ce qui a longtemps été enfoui, à rendre justice à un homme complexe que la France croyait connaître, mais qu'il a été le seul à aimer vraiment. Sa vérité bouleverse parce qu'elle est authentique, parce qu'elle est imparfaite, parce qu'elle est humaine, et parce qu'elle montre que parfois, les plus grandes déclarations d'amour sont celles que l'on ne prononce qu'à la toute fin. Au terme de ce long voyage à travers les silences, les blessures, les réconciliations et les vérités enfin dévoilées, ce qui reste n'est ni le poids des regrets ni les ombres du passé, mais quelque chose de plus précieux, de plus rare, la compréhension. Comprendre qu'un père n'est jamais parfait. Comprendre qu'un fils ne peut grandir sans doute, sans blessure, sans question. Comprendre que l'amour familial n'est pas toujours simple à dire, mais qu'il peut être immense, même lorsqu'il se cache derrière des silences apparemment froids ou des distances qu'on ne comprend pas. L'histoire de Thomas et Jacques Dutronc n'est pas celle d'un conflit éclatant ou d'une rupture brutale. C'est une histoire subtile, faite de nuances, de regards fuyants, de pudeurs, de gestes minuscules qui, mis bout à bout, racontent un lien infiniment profond. C'est l'histoire d'un fils qui, pendant des décennies, a cherché un mot, un signe, une preuve, avant de découvrir que l'amour qu'il espérait avait toujours existé, mais qu'il n'avait jamais su le voir ou que son père n'avait jamais su le montrer. À travers ces révélations, Thomas ne condamne jamais. Il ne juge pas. Il ne règle pas de compte. Il tente seulement de donner un sens à ce qu'il a vécu, de comprendre cet homme mystérieux qui avait fait rêver la France entière tout en peinant parfois à être père dans l'intimité. Et c'est peut-être là que réside la beauté de cette histoire. Elle nous rappelle que même les icônes ont des failles, que même les légendes ont des fragilités, que même les figures les plus admirées peuvent être habitées par des peurs secrètes. Jacques Dutronc n'était pas seulement un chanteur, un acteur, un séducteur ou une star. Il était un homme avec sa sensibilité, ses contradictions, son humour comme bouclier, ses regrets comme poids invisibles. Son aveu final, ce murmure fragile prononcé dans un souffle, ce « pardonne-moi, j'ai passé ma vie à t'aimer en secret » restera comme la clé de voûte de toute leur relation. Une phrase simple mais capable d'effacer des années de malentendus, de combler un vide immense, de consoler un fils qui avait longtemps douté de sa place. Et c'est peut-être cela au fond, la véritable transmission entre un père et un fils. Pas l'argent, pas la gloire, pas les chansons, pas la scène. Mais ce qu'on parvient finalement à se dire, ou ce qu'on regrette de n'avoir jamais su exprimer. Le récit de Thomas est un hommage. Hommage à un père qui a fait de son mieux à sa manière. Hommage à un homme imparfait mais profondément attachant. Hommage à une relation faite de failles, mais indestructible dans sa sincérité. Aujourd'hui, en partageant cette vérité avec le monde, Thomas délivre peut-être aussi un message universel. Ne laissez pas les silences durer. Ne laissez pas les non-dits vous voler des années. Dites les choses à ceux que vous aimez, tant qu'il en est encore temps. Car un jour, il ne restera que les souvenirs, les gestes et les mots que l'on a osé, ou pas, prononcer. Si cette histoire vous a touché, ému, bouleversé ou simplement inspiré à réfléchir aux relations qui ont façonné votre propre vie, alors je vous remercie sincèrement d'avoir lu jusqu'au bout. Votre présence ici n'est jamais insignifiante. Elle donne un sens à ce travail, à cette enquête, à cette manière de raconter les vies des autres pour mieux comprendre la nôtre. Je vous invite chaleureusement à vous abonner à notre chaîne. Cela ne vous coûte rien, mais pour nous, c'est immense. Chaque abonnement nous permet de continuer à produire des enquêtes profondes, de raconter des histoires vraies, avec émotion et honnêteté, de donner la parole à ceux qui n'osaient pas parler, de vous offrir des récits exclusifs, riches et sincères. Laissez un commentaire, dites-nous ce que vous avez ressenti en découvrant cette confession bouleversante. Votre avis compte, vos mots enrichissent la discussion, vos vécus résonnent avec ceux des autres lecteurs. Mettez un j'aime, si ce contenu vous a touché, cela nous aide énormément à atteindre plus de personnes. Activez la cloche de notification pour ne rien manquer des prochaines histoires, des prochaines révélations, des prochaines enquêtes. Notre communauté grandit chaque jour grâce à vous et c'est ensemble que nous faisons vivre ce projet unique. Un espace où l'on peut comprendre, réfléchir, ressentir, dialoguer, sans juger, sans haine, sans censure. Merci d'être ici. Merci de nous soutenir. Merci de faire partie de cette aventure humaine et journalistique. Et souvenez-vous, les histoires les plus importantes ne sont pas celles que l'on raconte à voix haute, mais celles que l'on ose enfin écouter.